Merci Madame la Présidente, et bonjour à tous. Je voudrais commencer par, même si j'espère que ce ne sera pas trop hors sujet, par quelques souvenirs personnels. Ma première rencontre avec Madeleine Rebériou doit dater des années 70 ou 71. J'étais alors étudiant en histoire à la Sorbonne, mais on était pas mal pourvus évidemment en enseignant, mais je dois dire qu'avec un certain nombre d'amis, un petit noyau d'amis, nous allions régulièrement faire une fugue à Vincennes pour écouter, d'abord secrètement envieux du climat qui y régnait, et puis surtout pour écouter deux grands professeurs. On était littéralement subjugués par leurs cours, Madeleine et Jean Bouvier, que je souhaite saluer, dont je souhaite saluer également la mémoire ici. 13 ou 14 années plus tard, j'ai enfin rencontré Madeleine, membre du jury de ma thèse « Les communistes français et l'Indochine 1945-1954 », présidé par Jean-Baptiste Durosel. Ça peut vous surprendre, mais l'histoire fait parfois des miracles de la rencontre de ces deux personnalités fort différentes, mais unies par une même passion de la recherche historique. Le jour de ma soutenance, Madeleine ne m'a pas posé de questions sur une comparaison, après tout, naturelle entre l'attitude du PCF face à la guerre d'Indochine et celle lors de la guerre qui a suivi en Algérie. Heureusement, d'une certaine façon, car j'aurais été incapable à l'époque de répondre autrement que par des lieux communs. Il y eut ensuite bien d'autres rencontres complices, marquées du sceau, je le pense, de l'amitié, dont l'acceptation de la rédaction d'une préface d'un de mes livres, Amour colonial. Et pour préparer cette intervention, j'ai relu cette préface. Et quelle formule ai-je trouvé dès la seconde ligne de la préface, Madeleine Rebériou se présentant comme une militante de l'anticolonialisme. Voilà donc qui est clair, et à qui, me semble-t-il, par beaucoup ici, on peut être à la fois militante et grande historienne. Madeleine Rebériou, donc, est la question coloniale. J'y ajouterai une courte référence à la question impérialiste, évoquant en fin d'exposé la guerre américaine du Vietnam et la question palestinienne. Je pourrais ajouter en sous-titre théorie et pratique, ou, si vous avez envie de suivre mon clin d'œil, la parole et l'acte. D'abord les théories, la recherche. Et je ne surprendrai personne ici en rappelant que son apport majeur fut la revalorisation des engagements de Jaurès en la matière. Je veux évidemment parler de la publication du livre dans la collection classique du Peuple des éditions sociales, texte choisi contre la guerre et la politique coloniale, déjà cité, préface de Madeleine Rebériou, agrégée de l'université, et c'était en fait bien plus qu'une préface, puisque c'était une étude qui s'étendait sur 60 pages, plus une chronologie de 7 pages, une bibliographie qui était sans doute assez exhaustif pour l'époque, de 42 titres, dont un de Trotsky, on imagine que les textes de Trotsky n'étaient pas souvent cités dans les éditions sociales à l'époque. Et signaler un premier fait, qui n'a pas été signalé par mes collègues précédemment, mais je suis sûr qu'ils le savent par cœur. L'achevé d'imprimer date du 3 septembre 1959. Les Jaurésiens dans la salle auront immédiatement réagi. Ce livre est sorti le jour du centenaire de la naissance de Jaurès. Pourquoi parler de revalorisation? Dans les milieux communistes, alors, Jaurès est évidemment éminemment respecté, mais il n'y a guère d'interrogation sur son apport original à la réflexion sur la question coloniale. Lors de la guerre d'Algérie, tout comme précédemment durant la guerre d'Indochine, l'Humanité publie certes régulièrement des formules de Jaurès sur la question, mais aussi des phrases de Gued, mais c'est le plus souvent sous forme polémique contre la SFIO, pseudo-citation, en tout cas interprétation. Voyez comme nous sommes fidèles aux traditions du mouvement ouvrier, voyez comme les chefs socialistes les trahissent. Exercice au demeurant pas trop difficile, tant les compromissions de cette SFIO ont été nombreuses dans les guerres de décolonisation de l'époque, de Ramadier et Moutet en Indochine à Mollet et Lacoste en Algérie. Mais on peut également retourner, me semble-t-il, l'argument. N'eut-il pas une certaine malice frondeuse chez Madeleine à rappeler à ceux qui étaient malgré tout ses camarades que Jaurès avait mené le bon combat contre le colonialisme? Car tout de même, si le PCF de l'époque n'a pas été traversé en permanence par ces compromissions, il en a connu au moins une, et de taille, le vote en faveur des pouvoirs spéciaux le 12 mars
1956. On ne peut imaginer que Madeleine, écrivant en 1959, n'ait pas eu en tête forcément la tempête. Elle l'a écrit dans l'article qu'elle a consacré à la mémoire de Pierre Vidal-Naquet. La tempête dans sa cellule, c'est l'expression qu'elle a employée. Le contenu de la préface abordait la question des rapports de Jaurès avec le marxisme. Certes, Jaurès n'avait jamais été clamé haut et fort son adhésion à la doctrine, mais il a été bien plus créateur, affirmait-elle, que bien les orthodoxes de l'époque, Kautsky ou en France Gued. Et Lénine, Jaurès ne fut évidemment pas léniniste, écrivait Madeleine, mais qu'il l'était en 1914, or le principal intéressé est quelques rares compagnons. Un autre élément à extraire de la préface est la référence au rôle historique du prolétariat. Je cite une phrase de Madeleine, « Pour Jaurès, c'est le prolétariat et avec lui tous les démocrates qui arrêteront la guerre du Maroc. » Je ne vous apprends rien en vous rappelant que c'est le grand combat anticolonialiste de Jaurès. Et là, avons une interrogation. Militante contre la guerre d'Algérie, elle était bien placée pour constater, elle, que la vulgate en ce domaine était inadéquate, que la classe ouvrière française, sauf exception d'ailleurs magnifique, n'était pas au premier rang de la lutte de 54 à 62. Et fût-ce donc de la part de Madeleine une concession de forme pour faire passer le reste de la préface. Question. Bien des années plus tard, en 1967, elle fut co-rédactrice avec Georges Haupt d'un essai qui figure aujourd'hui encore en tête de toutes les bibliographies sur la question, la Deuxième Internationale et l'Orient. Évoquons à présent la pratique. Et une association d'idées ne peut évidemment immédiatement ne pas surgir, Madeleine Rebériou et la guerre d'Algérie. Résumer son action en quelques minutes est un exercice qui s'apparenterait à un sacrilège. Elle, qui n'a jamais écrit de mémoires globaux, a cependant sacrifié au genre en racontant sa guerre d'Algérie dans l'ouvrage d'hommage à Vidal-Naquet que je viens de citer. Durant toute la période, on le sait, Madeleine fut membre du PCF, mais elle fut en permanence hors de tout attachement. Elle était auto-libérée de la fidélité à la ligne du moment, voire résolument, organisationnellement contre. Ce profil n'était pas rare, n'était pas rare à l'époque. On pense à la même époque à Jean Drèche, à Henri Lefebvre, à Marcel et André Prenant, à tant d'autres. J'ai tendance à les appeler des communistes fondamentaux. Une première divergence de taille apparut, la place des comités contre la guerre d'Algérie. Un petit retour en arrière est nécessaire. Lors de la guerre d'Indochine, il y avait eu certes de tels comités, Association France-Vietnam, Comité Henri Martin, mais ils étaient tous, j'ai écrit quasiment, mais ils étaient tous pilotés, contrôlés par le PCF. Et surtout, le mouvement de la paix joua un rôle central dans le rassemblement autour des grands thèmes de l'engagement du PCF. Lors de la guerre d'Algérie, il en alla tout autrement, pour deux raisons convergentes. D'une part, le mouvement de la paix connut une crise majeure lors de l'invasion soviétique de la Hongrie. La direction n'ayant pas désavoué cette invasion, un nombre incalculable de compagnons de route partirent discrètement ou pas, comme Vercors, fidèle entre les fidèles, qui prit congé, référence à son livre pour prendre congé. Sur la question algérienne, ce même mouvement, deuxième aspect convergent, sur la question algérienne, ce même mouvement adopta une ligne minimale que Madeleine qualifia de molle dans une de ses contributions. Et par ailleurs, c'est des comités totalement autonomes, véritablement rassembleurs, véritablement pluralistes, plus avancés politiquement que le classique paix en Algérie, naquirent. Or, la direction du PCF persista à imposer le mouvement de la paix comme centre principal, voire unique, de la lutte. Insistance plus marquée encore dans la fédération de Seine-Sud qui englobait sa cellule. Madeleine Rebériou, qui apporte cette précision, toujours dans l'hommage à Vidal-Naquet, Madeleine Rebériou, qui apporte cette précision, est pourtant muette sur le principal dirigeant de la fédération de Seine-Sud à l'époque, qui s'appelait Georges Marchais. Politique, donc, je reviens à cette erreur de centrer l'action sur le mouvement de la paix. Cette politique allait au-delà de l'erreur tactique. La lutte anticolonialiste était progressivement entrée dans une nouvelle étape. Le PCF, de son rôle de leadership des années 45-55, avait glissé à celui de composante parmi d'autres, et l'équipe thorésienne, sauf, semble-t-il, Laurent Casanova, ne l'avait pas compris.
La suite est connue. Madeleine Robbe-Rioux est vite devenue en 1956 la cheville ouvrière d'un comité très pluraliste au sein de son lycée, dès 1956. Probablement, je n'ai pas la date précise, mais probablement en réaction à au désaccord fondamental sur le vote des pouvoirs spéciaux. Puis membre d'une coordination interlycée 1957, fonda avec 3 autres femmes déjà citées le comité de vigilance universitaire contre la guerre d'Algérie, rejoignit le comité Maurice Audin et y croisa fin 58 ou début 59, et elle-même disait qu'elle ne s'en souvenait pas, le chemin de Pierre Vidal-Naquet. Ensuite, il y a d'autres mouvements sur lesquels je passe. Signature du manifeste des 121, a-t-elle également écrit avec quelques mal, ce qui explique que si vous cherchez sur Internet la signature des 121, Madeleine n'y figure pas, mais elle figure dans la seconde liste. Tout cela, rappelons-le, en restant membre du PCF, ce qui peut étonner tant les pratiques d'exclusion ou les départs fracassants ou sur la pointe des pieds étaient alors fréquents. Le pas de l'exclusion fut franchi 7 années après la fin de la guerre d'Algérie. Entre-temps, il y avait eu mai 68 et un désaccord de plus. Madeleine fut exclue en 1969 pour une raison qui paraît aujourd'hui totalement absurde, la participation à une revue politique aujourd'hui qui n'avait pas l'heure de plaire à la direction. Mais 1969, c'est de nouveau, non pas l'apparition, mais la réapparition de Georges Marchais. Donc, est-ce que Marchais avait une dent particulière contre Madeleine? On peut se poser la question et peut-être les archives peuvent-elles répondre à cette question. Madeleine Robbe-Rioux prit toute sa place dans les combats des décennies suivantes, qui n'étaient plus liés à la dénonciation du colonialisme à la papa, comme disait De Gaulle, mais dans la continuité logique, dans le combat anti-impérialiste. Elle fut membre fondateur du Front de Solidarité Indochine, encore et toujours en opposition avec la ligne jugée modérée et réellement modérée du mouvement de la paix. Elle eut des engagements clairs et immédiats sur la question israélo-palestinienne, et ceux qui ont vécu la guerre des 6 jours savent que les intellectuels et plus généralement les citoyens qui eurent cette lucidité n'étaient pas si nombreux en 1967. Je fais appel à votre mémoire pour les moins jeunes d'entre nous, et dont moi. Permettez-moi de lire un passage d'une tribune co-signée avec Étienne Balibar sur la question palestinienne. La citation est assez longue, mais j'ai tenu à ce qu'elle soit complète. Citation. « Fort de l'appui inconditionnel du président américain », c'est un texte de 2004, je préfère le dire avant. Fort de l'appui inconditionnel du président américain, dont la politique au Moyen-Orient se résume en une fuite en avant militaire et impériale, le gouvernement israélien est passé à une nouvelle phase de son plan d'écrasement de la résistance palestinienne et d'anéantissement de tout processus de paix, dont l'aboutissement est la création d'un grand Israël, incluant une proportion plus ou moins importante de sujets arabes et de bantoustans palestiniens. Texte de 2004, donc ce n'était pas un texte de protestation contre Donald Trump, mais contre George Bush Jr. Madeleine Robbe-Rioux n'oublia pas non plus l'Indochine, hors le Front de Solidarité Indochine, mais là je parle de la période post-guerre. En 1978, 3 ans après la fin du plus long cycle de guerre du siècle, ne l'oublions jamais, 45-75, commença une campagne internationale contre un Vietnam ravagé, isolé, mais chargé de tous les maux. Goulag vietnamien, Boat People, etc. Je vous rappelle cette campagne 78. Madeleine signa avec Laurent Schwartz une courageuse tribune dans Le Monde qui comportait dès le premier paragraphe les expressions « fièvre anti-vietnamienne » et « campagne ». Citation, « Si des droits de l'homme sont violés au Vietnam, écrivirent-ils, faut-il oublier la cascade ininterrompue des malheurs, de drames que le colonialisme puis l'impérialisme ont déversés sur ce pays ». En 1991, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Boudarel, qui vous a peut-être laissé quelques souvenirs, malgré qu'elle soit aujourd'hui totalement oubliée de l'opinion, cette affaire Boudarel qui déchaîna l'opinion, Madeleine fut signataire aux côtés de Jean Chénaud, Gilles Perrault, François Maspero, et évidemment Laurent Schwartz et Pierre Vidal-Naquet, du premier appel saluant le choix courageux de ce Français qui avait rejoint le Viet Minh. En 2004 encore,
Donc, à la veille de l'année fatidique, elle accepta d'être dans le comité d'honneur du colloque célébrant le 50e anniversaire de l'affaire Henri Martin, que j'avais eu l'honneur et la lourde charge d'organiser. Mais comment pour conclure, revenir à l'Algérie. Elle fut, on le sait, une signataire du fameux appel des 12 dont l'humanité avait pris l'initiative. Que le quotidien communiste, 30 ans après une indigne exclusion du PCF, est réuni aux côtés de Josette Audin, Henri Alleg et Alban Liechti, les noms de Madeleine, de Pierre Vidal-Naquet, de Laurent Schwartz n'est-il pas une belle illustration de la défaite de tous les sectarismes? On ne sait si Madeleine y songea en signant, elle n'avait pas, pour ce que je sais d'elle, de tempérament de revancharde, mais on ne peut au moins ne pas le remarquer. Je vous remercie. Oui, moi j'ai juste une question, mais il a été question 2 ou 3 fois depuis le début de l'après-midi de cette séquence où, au moment de la guerre d'Algérie, est fondé un collectif présidé par 4 femmes, dont Madeleine Robert-You, et 3 autres, dont on ne cite jamais les noms. Et à vrai dire, j'ignore complètement qui sont ces 3 autres femmes. Bon, c'est suffisamment rare, j'imagine, qu'on ait des collectifs comme ça présidés par 4 femmes. Donc, est-ce qu'il est possible de connaître le nom des 3 autres? Alors, c'était dans mon papier, j'ai voulu, mais je le confierai aux organisateurs. Il s'agissait de Bianca Lamblin, André Tournès et Geneviève Trémouille. Donc c'était le comité de vigilance universitaire contre la guerre d'Algérie, fondé, donc j'ai pas la date, 58 peut-être 58 57 57. Troisième, je n'ai pas souvenir de les avoir vus à la maison. Ouais. Ok, merci. Oui, juste ce qui me semble une des dimensions intéressantes dans son parcours politique autour de la question anticolonialisme, mais surtout parce que c'est un problème de génération, je suis un de ses enfants, autour de la question de l'anti-impérialisme, et notamment sur la question Vietnam et Palestine, mais beaucoup sur la question Vietnam, je pense qu'elle a toujours eu un désir profond d'essayer de travailler à la rencontre entre le mouvement communiste, d'une certaine façon, et l'extrême gauche française, qui était très vivace dans les années 60-70. Et je crois que son engagement au Front de Solidarité Indochine a été important de ce point de vue. Enfin, comment dire ça? Elle a, sur ces 4 enfants, elle en a 2 qui étaient plutôt à l'extrême gauche et 2 plutôt liés au Parti communiste. Et elle était très fière de tout ça, de ces rencontres-là. Je dis ça, c'est parce que je pense que ça illustre le reste. C'est pas la question de nos parcours à nous, mais ça illustre le reste. Et elle a toujours été très attentive et très désireuse de faire que, en gros, le Parti communiste puisse rencontrer aussi un peu l'extrême gauche et créer des ponts. Voilà. Moi, j'ai toujours ressenti un peu ça, voilà, dans un certain nombre de ses engagements politiques. Je crois que, compte tenu de... Là, je peux parler également en tant qu'ancien militant de ce parti. Compte tenu du climat post-68, le combat de Madeleine était un combat perdu d'avance. Parce qu'il y avait de tels clivages et de telles, je dirais, presque volonté de garder des territoires. Il y avait le Parti communiste et sa mouvance, l'AJC, le Mouvement de la Paix, la CGT, qui organisaient des choses qui étaient tout à fait magnifiques. Le bateau pour le Vietnam, par exemple, 69, je crois. Et puis à côté, il y avait les mouvements qu'on appelait à l'époque gauchistes, avec peu de discernement entre la mouvance maoïste, la mouvance trotskiste, et une sorte de rivalité de savoir qui était le plus internationaliste. Et donc, à ce jeu-là, le Vietnam perdait, évidemment.